Dans 800 mètres, serrez à droite, puis prendre la deuxième sortie à droite. Continuez tout droit pendant 500 mètres. Vous êtes arrivé à destination. Votre destination se trouve sur votre gauche. Bonjour, soyez les bienvenus à Toulouse, ville rose et ville technologique. Bonjour à tous. Si nous sommes arrivés avec notre minibus à bon port et sans retard dans cette ville du sud-ouest de la France, c'est grâce à notre système de navigation qui a réfléchi à notre place. L'intelligence artificielle, c'est notre sujet du jour. Pour en savoir plus, nous troquerons tout à l'heure notre minibus contre un véhicule qui trouve son chemin comme un grand et qui sait aussi conduire sans chauffeur. Et ce n'est qu'un début. À l'avenir, les ordinateurs pourront conduire des voitures, mais probablement aussi prendre des commandes dans un café ou diagnostiquer des maladies. On a encore du mal à l'imaginer. Nous allons donc voir aujourd'hui comment tout ça fonctionne en tentant de répondre à une question cruciale. Jusqu'où l'intelligence artificielle peut-elle remplacer l'homme ? Les hommes ont quand même une longueur d'avance sur les machines, puisque nous sommes encore maîtres de nos choix de vie. Mais cela pourrait bien changer. Tout de suite, un petit aperçu de ce à quoi pourrait ressembler une vie à l'ère de l'intelligence artificielle. En ce matin du 6 septembre 2016, le petit Lévi est venu au monde. C'est un garçon de 4,3 kg en parfaite santé. Il fait déjà la fierté de ses parents qui ne lui souhaitent que le meilleur. L'intelligence artificielle est présente dès les premières années de l'enfant. Les jouets détectent ses préférences et font en sorte qu'il ne s'ennuie jamais. Une application assimile ce que Lévi aime manger, mais aussi ce qui est bon pour lui. Elle suggère aussi les heures de repas. C'est bon? L'ours en peluche sait aussi comment garantir à Lévi le meilleur sommeil. Heure de coucher 20h21. Fenêtre fermée. Éteindre la lumière à 22h. Pour ses 18 ans, ses parents offrent à Lévi une amie, Liane. C'est un robot féminin intelligent. Elle apprend vite ce qui plaît à Lévi. Lévi devient coiffeur. Ce métier est tendance et il lui correspond bien. C'est Liane qui l'a choisi pour lui. Les robots ne peuvent pas encore exercer des métiers créatifs et pointus, mais ils sont déjà présents dans de nombreux domaines. L'accessoire que Lévi ne quitte jamais, ses lunettes numériques. Prends un comprimé, sinon tu auras mal à la tête dans 2 heures. Quand Lévi rentre le soir, il retrouve Liane qui lui a préparé son plat préféré. Une vraie femme? Lévi a essayé, mais il a choisi de faire sa vie avec Liane. Elle sait toujours ce qu'il désire et ce qui est bon pour lui. En plus, elle adore discuter football. Lévi lui fait entièrement confiance, si bien qu'elle décide de presque tout à sa place. Même du candidat pour lequel il doit voter lors des élections. Année 2120. Lévi a 104 ans. C'est un homme comblé. Sa vie n'aurait pas pu mieux se dérouler. S'il est toujours en bonne santé, c'est à Liane qu'il le doit. Mais il va bientôt mourir. De quoi? Nous ne le savons pas. En tout cas, pas d'un problème de santé. Cela fait bien longtemps qu'on ne meurt plus à cause d'une maladie. Les robots humanoïdes que nous venons de voir comme Liane ou le serveur du café, ce n'est pas pour demain. En revanche, les systèmes robotiques utilisés sont déjà commercialisés sous forme de machines qui effectivement décident pour nous. C'est le cas avec ce véhicule autonome. Olivier Lefebvre, vous êtes l'un des ingénieurs qui ont conçu ce bus sans conducteur, ce bus autonome. Où est-ce qu'on peut le voir rouler en ce moment ? En ce moment, il est en exploitation dans un jardin à Singapour, en exploitation commerciale. Il faut même payer pour rentrer dedans. Et sinon, on a des démonstrations un petit peu partout à travers le monde, en France aussi un petit peu. Dès que le bus est en service, il va parcourir une route prédéfinie, c'est-à-dire que peut-être il y a aussi des personnes qui vont dans tous les sens. Alors, comment est-ce qu'on peut éviter des accidents ici ?
Oui, effectivement, il parcourt une route prédéfinie et le long de ce parcours, grâce à ces capteurs, il va pouvoir détecter les éventuels obstacles et éviter les collisions, adapter son comportement lors de sa navigation. Alors montrez-nous tous ces capteurs sur le bus, ils sont où? Alors dans cette version du véhicule, on a notamment une caméra ici, un capteur LiDAR 3D devant et à l'arrière du véhicule et 4 LiDAR 2D à chaque angle du véhicule. Et on a aussi 2 LiDAR qu'on utilise principalement pour la localisation sur le toit du véhicule. Tout à l'heure, nous mettrons personnellement ce bus à l'épreuve. Ces véhicules autonomes ne sont pas encore en service régulier, mais cela pourrait bientôt changer, avec pour conséquence des conducteurs de bus au chômage. Mais voyons quels autres métiers l'intelligence artificielle pourrait impacter. Le travail. Nous nous en plaignons souvent, mais nous en avons aussi besoin. Pour notre gagne-pain, notre identité et notre estime de soi. Mais cela risque de changer. D'ici 30, 50 ou 100 ans, nous vivrons dans un monde où les machines accompliront la plupart des tâches et satisferont nos besoins primaires. Nourriture, habillement, habitat, tout cela pourra être produit par des machines à très bas coût. Les humains voudront peut-être toujours travailler, effectuer des tâches créatives, mais le travail ne sera plus nécessaire pour vivre. Pour Eric Brynjolfsson, le deuxième âge de la machine, amorcé avec la révolution numérique, va bouleverser le monde du travail davantage que le premier âge de la machine, engagé avec la révolution industrielle du 19e siècle. À l'époque, les machines remplacent la puissance musculaire de l'homme, détruisant des milliers d'emplois. Mais ces nouvelles techniques créent simultanément un nombre plus important encore de nouveaux métiers inédits. Le deuxième âge de la machine présente des similarités avec le premier, mais aussi des différences. D'une part, les machines décuplent la puissance intellectuelle et non plus musculaire de l'homme, et ce à un rythme exponentiel. Et d'autre part, lorsque nous avons automatisé le travail manuel, nous avions toujours besoin de travail intellectuel. Or, les machines commencent à effectuer ce travail. La question est donc de savoir ce que les hommes feront encore à l'avenir. La course entre l'homme et la machine est lancée depuis longtemps. Des algorithmes performants font de plus en plus de concurrence à l'homme, y compris sur des tâches complexes. Selon une étude d'Oxford, les ordinateurs s'approprieront d'ici 20 ans près de la moitié des métiers actuels. Les caissières et les agents d'assurance de chair et d'os disparaîtront presque totalement. Les agents immobiliers ne seront pas mieux lotis. Les logiciels intelligents supprimeront 97% des emplois du secteur. Quant aux cuisiniers, ils seront 96% à céder leur tablier aux robots. Les professions dites créatives résisteront mieux. Architectes, designers et photographes ne seront qu'environ 2% à laisser leur travail aux machines. Les ordinateurs ne remplaceront pas non plus aussi vite chercheurs, compositeurs et ingénieurs. Les professions où l'intelligence sociale est requise seront aussi relativement protégées. Enseignants, infirmières, vendeurs de voitures d'occasion bénéficient d'un répit. En matière de communication et d'empathie, les ordinateurs ont encore des progrès à faire avant de rattraper l'homme. Il n'empêche, dans un avenir plus ou moins proche, une grande partie des ressources humaines sera devenue superflue. Si les gens perdent leur emploi sans possibilité de reconversion et sans compensation financière, on peut s'attendre à ce qu'ils soient en colère. C'est ce que l'on observe aux États-Unis et en Europe, où la montée en puissance des partis radicaux s'explique en partie par la colère des laissés-pour-compte. Tandis qu'une poignée s'accapare les bénéfices de la révolution numérique, la grande majorité craint pour son travail et se débat avec des salaires en berne. Un monde sans travail aurait de quoi séduire, à condition que la richesse soit équitablement redistribuée. Si nous nous y prenons correctement, nous pourrons vivre dans une Athènes numérique. À l'époque de Périclès, de Socrate et d'Aristote, les philosophes n'avaient pas besoin de travailler, parce qu'ils avaient des esclaves humains pour le faire à leur place. À l'avenir, nous disposerons d'esclaves robots. Les hommes se consacreront à la poésie, à la philosophie, au sport, aux arts, et passeront du temps entre eux. Je pense que c'est ce qui nous attend d'ici quelques décennies.
Le deuxième âge de la machine, rêve ou cauchemar? C'est à nous d'en décider. Nous avons de la chance car les métiers créatifs ont un peu de répit. En tant que journalistes, nous ne sommes pas encore au chômage. En tout cas, si nous sommes venus en chair et en os à Toulouse, c'est pour tester ce bus. Mais ce n'est pas moi qui serai au volant. Avec toi, j'ai perdu l'habitude de conduire. Ce ne sera pas non plus d'heurteux d'ailleurs, mais un ordinateur. Olivier Lefebvre, on va faire le test? Allez, je vous amène. Bon courage. Vu que le véhicule roule sur un circuit d'essai, je vais pouvoir le mettre à l'épreuve avec quelques surprises de mon cru. Alors déjà, il n'y a pas d'avant, pas d'arrière, et surtout pas de volant. Il peut rouler dans les deux directions et non, il n'y a pas besoin de volant. Il est autonome dans sa navigation, sur sa trajectoire. On fait que s'asseoir, ici par exemple. Je m'assieds simplement. Oui, oui. Vous pouvez vous détendre. Et on est parti. Je me suis vraiment sentie en sécurité. Bon, je savais que ce bus était programmé pour freiner en cas d'obstacle. Et puis, nous avons bien sûr simulé des situations du quotidien, pas des urgences. Sans compter que ce véhicule roule très lentement. Bonjour, c'est bien passé? Vous avez rencontré quelques obstacles? Oui, on a rencontré quelques obstacles. Mais on s'habitue vite, en fait, au fait qu'il n'y a pas de conducteur. Oui, ça paraît naturel, assez rapidement. Sauf qu'il y a un peu la présence qui manque, quand même. Oui, le but, c'est que les véhicules sans chauffeur soient plus sûrs que les hommes et réduisent le risque d'accident. En médecine aussi, on mise de plus en plus sur l'intelligence artificielle pour améliorer le dépistage. Le cancer se développe dans le corps bien avant d'être détectable. Pouvoir dépister les tumeurs en amont permettrait de sauver des vies. Ce travail de dépistage est aujourd'hui dévolu aux radiologues. Mais des machines intelligentes pourraient bientôt assumer cette tâche. Illustration avec une patiente qui, il y a quelques années, présentait les symptômes de la pneumonie et a passé un scanner, une technique d'imagerie très puissante. Mais interpréter les images sans commettre d'erreur et sans omettre le moindre indice relève pour les radiologues de la gageure. Ce foyer était tout aussi flou et imprécis que les autres foyers inflammatoires présents à d'autres endroits de l'image. Il était donc difficile de faire la différence entre une inflammation et une tumeur. L'examen chez cette patiente a confirmé la pneumonie. Mais le scanner contenait d'autres informations inexploitées. C'est le cas avec la répartition des niveaux de gris et la distribution de densité. À l'heure actuelle, nous n'exploitons probablement que 5 à 10% seulement des données mises à disposition. Des machines intelligentes pourraient mieux faire. À Brême, des chercheurs apprennent à un ordinateur à identifier les tumeurs. On nourrit le logiciel avec des données d'entraînement sur lesquelles les spécialistes ont distingué une tumeur des tissus sains. Voici la tumeur. L'ordinateur apprend à partir de cette somme de données à évaluer tout seul les nouveaux clichés. En utilisant les chiffres pour décrire une image en détail, l'ordinateur est plus précis que l'homme, qui a recours aux mots et perd ainsi de précieuses informations. L'ordinateur mémorise en outre d'autres données complémentaires de l'image. Les médicaments efficaces contre tel ou tel type de tumeur, les réactions au traitement, la présence ou non de mutations génétiques. Autant de données qu'il n'oubliera jamais.
L'algorithme peut alors comparer chaque nouveau cas que nous lui présentons avec l'ensemble de la banque de données et en tirer des conclusions sur les probabilités de réussite d'un traitement. Outre la pneumonie, une machine intelligente aurait pu découvrir autre chose chez notre patiente. Car 5 ans plus tard... Au bout du compte, il ne s'agissait pas d'un foyer inflammatoire comme il en existe des centaines d'autres, mais bel et bien d'une tumeur, non identifiable à l'œil nu, qui au fil des années s'est considérablement développée. Une découverte tardive qui n'a pas permis de sauver la patiente. À l'avenir, nous pourrons dépister ces cas plus tôt et nous saurons mieux les évaluer. Une révolution pour le diagnostic médical. Nous espérons que l'intelligence artificielle permettra d'exploiter plus de 90% des informations pertinentes pour les patients, au lieu de 5 à 10% actuellement. De quoi ouvrir la voie à des traitements sur mesure et augmenter considérablement le taux de survie des malades du cancer. Jusqu'où ira le progrès? Nul ne peut encore le dire. Une certitude cependant, d'ici quelques années, le métier de radiologue ne sera plus le même. Nous sommes confrontés à un nouveau défi puisque notre spécialité connaît une révolution mathématique et informatique qui va bouleverser notre métier. Le radiologue est amené à jouer un rôle plus important qui dépasse l'analyse des images et l'établissement du diagnostic, puisqu'il deviendra partie intégrante du processus de décision. L'intelligence artificielle sera le nouvel assistant des radiologues de demain. Bien utilisée, l'intelligence artificielle peut donc contribuer à améliorer le diagnostic médical. Malgré tout, certains rechignent à remettre leur vie entre les mains d'une machine, que ce soit sur une table d'opération ou en tant que passager d'un véhicule autonome. Pourtant, un ordinateur agit toujours de façon rationnelle, c'est-à-dire tel qu'il a été programmé. Oui, mais toutes les décisions ne sont pas faciles à prendre. Jean-François Bonnefond, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue et chercheur en sciences cognitives au CNRS, ici à Toulouse, et vous vous êtes spécialisé sur la question des voitures autonomes, des véhicules autonomes et de la morale. Vous êtes de l'avis que l'avènement de ces nouveaux véhicules sans conducteur vont nous mettre devant des défis énormes en matière d'éthique. Tout à fait. Je peux vous montrer l'enquête que nous menons en ce moment, grâce au site Moral Machine, où vous pouvez vous connecter et vous confronter à une série de problèmes éthiques tels qu'ils pourraient se poser à une voiture autonome. Donc, voilà comment ça peut se présenter. Donc vous voyez ici, la voiture est sur le point d'écraser ce passant. La voiture contient un certain nombre de passagers, toute une petite famille. Et ça veut dire que nous devons tous nous mettre d'accord sur ce que la voiture devra faire. Ouh là là! C'est terrible de prendre une décision pareille. Là, c'est une situation qui est à peu près semblable. Hein. Mais c'est 5. Non, c'est encore pire. C'est beaucoup pire. Ouais. Tu sacrifies 5 vies. Qu'est-ce qu'elle choisirait, la voiture? Ah, c'est à vous de le dire. Il faut le programmer. Et la conversation que vous venez d'avoir, c'est typiquement ce qui se produit dès qu'on montre ce genre de scénario aux gens. C'est-à-dire qu'effectivement, quelqu'un va mourir. Oui. Et la question, c'est qui? Et nous n'avons pas envie de réfléchir à ces problèmes. Ah oui, bien sûr. Personne n'a envie de penser à ça. Mais si nous devons programmer des voitures, il faudra bien se mettre d'accord sur ce qu'elles doivent faire. Et donc, nous ne pourrons pas faire l'économie de ce genre de conversation. Alors, vous aviez réalisé une première enquête dans la même veine qui a été publiée dans la revue Science. Quels étaient les résultats pour cette première enquête? Donc là, nos données dans Science racontent l'histoire d'un dilemme social. C'est-à-dire que lorsque nous demandons aux gens que devrait faire la voiture, et là, il y a un fort consensus. Les gens nous disent, oui, la voiture devrait me sacrifier. D'un point de vue moral, si cela pouvait sauver les gens sur la route. Mais lorsque nous pensons à demander aux gens quel type de voiture aimeriez-vous acheter, alors là, nous voyons le renversement, c'est-à-dire que maintenant, les préférences vont vers une voiture qui me protège moi, plus qu'elle ne protège les gens sur la route. Donc là, il y a un dilemme. C'est-à-dire que d'un point de vue moral, nous avons des préférences, mais du point de vue de notre consommation, de la voiture que nous voulons acheter, nous avons des préférences inverses. Merci. Merci beaucoup.
La décision et le contrôle restent donc entre les mains de l'homme. Mais faisons marcher notre imagination. Que se passerait-il si nous étions en mesure de construire des ordinateurs encore plus intelligents que nous? La super-intelligence, un bienfait ou un fléau? Une chose est sûre, le premier ordinateur plus intelligent que l'homme changera complètement la donne. Le développement d'une super-intelligence artificielle constituera l'un des jalons les plus importants de l'histoire humaine, si ce n'est le plus important. Cet événement sera comparable à l'apparition de l'Homo sapiens. En quoi un ordinateur super intelligent pourrait-il changer la vie humaine sur Terre? Une question à laquelle tente de répondre Nick Bostrom, chercheur à l'université d'Oxford. L'intelligence a en effet joué un rôle essentiel dans l'évolution. Elle a fourni à l'homme un avantage déterminant en lui permettant de fonder les premières civilisations. Puisque la supériorité de l'intelligence humaine sur celle des grands singes a permis de bouleverser la destinée du monde, quel serait l'impact d'un ordinateur super intelligent? De la même façon que le destin des gorilles dépend actuellement beaucoup plus des hommes que d'eux-mêmes, le sort de l'humanité pourrait un jour dépendre de machines surpassant l'intelligence humaine et capables de façonner notre destin selon leurs préférences. Il est par conséquent primordial d'aligner les objectifs de ces super-intelligences sur ceux de l'espèce humaine, de sorte qu'elles soient un prolongement de la volonté humaine, autrement dit, qu'elles soient de notre côté. Le super-ordinateur du futur serait en mesure d'améliorer et d'augmenter en permanence sa propre intelligence. Il pourrait analyser, développer et planifier mieux que n'importe quel homme et même être plus créatif. Créer des machines capables de faire mieux et plus rapidement tout ce que nous savons faire constituerait l'invention ultime, puisqu'inventer ferait partie des tâches que cette intelligence artificielle pourrait réaliser mieux que nous. Problème. Un super-ordinateur pourrait aussi développer et poursuivre des objectifs égoïstes. Par exemple, améliorer son intelligence de façon illimitée et sans considération pour notre espèce. Un peu comme lorsque nous détruisons une colonie de fourmis en construisant un nouveau parking. Un processus d'optimisation super intelligent maximise les chances d'atteindre son objectif. Or, si ce dernier ne prend pas en compte les valeurs humaines, cette super intelligence pourrait nous piétiner, nous détruire, par pure rationalité instrumentale et non par animosité à notre égard. Que faire alors? Doter le superordinateur de règles simples pour en faire l'ami de l'homme? Entreprise difficile et piratable. L'infecter avec un virus afin d'arrêter sa course folle? Les meilleurs hackers n'en seraient pas capables. Ou simplement le débrancher? Plus facile à dire qu'à faire. Ce système est capable d'apprendre, d'avoir une réflexion stratégique, d'anticiper les réactions de l'homme. S'il pense par exemple que ses objectifs seront mieux servis s'il n'est pas débranché, il peut mettre en place une série de réponses comportementales réduisant le risque que l'homme le débranche. Ce système est potentiellement capable de ruse, tout comme nous, sauf qu'une super-intelligence ira beaucoup plus loin. Comment éviter alors qu'un superordinateur fasse mauvais usage d'Internet, de la finance, de l'armée et de l'industrie et réduise l'humanité en esclavage? Probablement en lui soumettant la question « Comment devenir ami de l'homme ?» et en le laissant utiliser son intelligence pour y répondre. La meilleure solution, semble-t-il, est effectivement de faire appel à la propre intelligence du système, à ses capacités d'apprentissage. L'intelligence artificielle pourrait apprendre elle-même ce que sont les valeurs humaines, observer le comportement humain, nous poser des questions et en déduire nos préférences.
Programmer un superordinateur avec des valeurs humaines. Pour Nick Bostrom, c'est un défi de taille, mais aussi une opportunité immense pour l'humanité. L'intelligence artificielle est amenée à jouer un rôle central dans nos vies. Elle pourra travailler à notre place, nous aider en médecine, conduire nos voitures, mais elle ne pourra pas répondre pour nous aux questions éthiques qu'elle soulève. À nous de prendre les devants. Oui, et plus ces systèmes seront intelligents, plus évidemment nous serons confrontés à ce genre de questions. Sur ce, à bientôt et portez-vous bien, salut. Restez curieux surtout, et à la prochaine. Au revoir. Cher GPS, conduis-nous sur le prochain lieu de tournage. Bonsoir, Dörte. Je te propose un exercice d'orientation en guise de fitness mentale. Regarde toi-même la carte routière. Niveau de difficulté, 7,2. C'est moi qui l'ai programmé.